réalisé récemment dans la reconnaissance des droits de l'homme. Jusqu'ici, nous pensions que le progrès le plus significatif qui a été réalisé par l'État du Cameroun, c'est l'adoption, il y a une dizaine d'années, du nouveau code de procédure pénale. Okay. Lequel code a entendu, au plan philosophique, faire de la détention préventive l'exception et faire de la liberté la règle, la norme. Mais on constate de plus en plus, en tout cas depuis 2014, avec l'adoption au Cameroun d'une loi réprimant les actes de terrorisme, que tous les acquis en termes d'avancée de liberté sont en train d'être repris en main. Au Cameroun, aujourd'hui, lorsque un agent des forces de l'ordre peut interpeller un citoyen qui est simplement en train de se réunir avec un autre. C'est ça qu'on appelle la liberté d'association. Parce qu'il présume qu'ils se réunissent pour critiquer le gouvernement. C'est un recul extrêmement grave. A fortiori, vous vivez dans cette ville. Même si vous ne les vivez pas, vous entendez souvent des autorités administratives, notamment les sous-préfets, chaque fois que des acteurs qui ne sont pas du bord gouvernemental veulent se réunir pour discuter et exprimer pacifiquement par des résolutions ou par des recommandations ou par des déclarations leur vue de la gestion de la cité, le sous-préfet interdit leur réunion. Vous appelez ça quoi? Nous appelons ça la prédation des droits humains. L'un de ces droits-là étant, comme je le disais tout à l'heure, la liberté d'association. S'associer, c'est se réunir ensemble. C'est se mettre ensemble pour faire quelque chose. Créer une association, l'association des employés de Radio Audace. Radio Audace. C'est pas un crime, non? Mais on ne peut pas vous dire, comme vous avez créé, vous n'avez pas le droit de vous réunir pour dire, bon, vraiment, monsieur le directeur général, vous nous aviez promis telle ou telle chose, mais depuis que nous sommes là, on voit que ça n'existe pas. Si lui n'écoute pas ça à l'intérieur, vous pouvez vous mettre un peu là devant le bâtiment là, pour prendre l'opinion à témoin. Et même pour que les autorités, même là, soient informées qu'il y a un problème dans cette maison. Mais dès que vous allez vous mettre là-bas, on va dire que non, vous êtes en train de troubler l'ordre public. Pourtant, vous n'avez ni lancé un caillou sur un passant, ni empêché un passant de circuler, mais le simple fait, ça ne doit pas continuer comme ça. À l'heure où nous parlons, dans cette ville, le Cameroun avait le privilège offert par un certain, par huit pays de l'Afrique centrale, d'abriter le siège du principal réseau des défenseurs des droits humains de l'Afrique centrale, le REDAC. Alors nous parlons, on est en pleine crise du fait d'une décision gouvernementale de suspendre les activités du REDAC et même d'interdire d'exercice le REDAC au Cameroun. Or le REDAC, même si le REDAC existait sous le magistère institutionnel de la République du Cameroun, est une organisation sous-régionale. Ne serait-ce que pour cela, l'État du Cameroun devrait être un peu précautionneux quand il doit prendre des décisions concernant cette organisation-là. Parce qu'une décision prise contre le REDAC n'impacte pas simplement les Camerounais qui sont membres du REDAC. Ça impacte les citoyens gabonais, les citoyens tchadiens, les citoyens centrafricains, les citoyens congolais, les citoyens de la RDC, les citoyens de la Guinée équatoriale, les citoyens de Sao Tomé et Principe, et le 8e pays, il m'échappe, mais c'est 8 pays de la sous-région, CEMAC et CEAC. Donc, voyez-vous, quel que soit ce qui peut être reproché au REDAC, peut-être d'avoir porté plainte à l'État du Cameroun pour avoir torturé Longuet, peut-être d'avoir rappelé que l'acte qu'on a vu dans l'affaire Longuet n'est pas isolé. Il y a un système de torture dans ce pays. Et c'est quand on aborde ça, vous voyez très bien qu'il y a des défis en matière de protection
et de défense des droits de l'homme au Cameroun. Parce que la constitution du Cameroun, pas seulement la constitution du Cameroun, la loi camerounaise interdit formellement le recours à la torture, quelle que soit la forme. La torture n'est pas que physique, parce que les gens entendent souvent la torture comme étant le fait de briser les côtes ou bien de tabasser les gens. Non, c'est pas seulement ça. Quand on vous met la pression psychologique, quand on vous interpelle, on vous garde à vue pour vous obliger à céder ou à concéder un certain nombre de droits ou de privilèges, c'est de la torture. La torture psychologique ou la torture morale. Elle est interdite. La disposition du code pénal qui sanctionne les auteurs de la torture dit, quelle que soit sa forme, elle est interdite par la loi camerounaise. Mais aujourd'hui au Cameroun, vous avez vu, moi j'ai lu dans la presse le rapport de police, donc le rapport de l'enquête de la gendarmerie sur l'affaire Maître Tamfou. Tout le monde a vu sur une vidéo devenue virale, comme on dit, comment des gendarmes étaient en train de piétiner un avocat. Un avocat. L'avocat est le premier agent de la défense des droits des citoyens. D'ailleurs, la directive des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l'homme fait de l'avocat, du journaliste et des défenseurs professionnels, c'est-à-dire ceux qui ne font pas partie de ces deux catégories-là, journalistes et défenseurs, mais qui travaillent au quotidien pour la promotion des droits de l'homme en tant qu'organisation de la société civile. À Douala, vous avez des organisations comme les REDAC, l'ONG Un Monde à Venir, WILF Cameroun, des organisations comme le COFEPER, en tout cas, sur un certain nombre de... Je crois que je vous ai déjà vu à une activité où il y avait des organisations comme ça là. C'est des organisations professionnelles de défense des droits de l'homme. Donc, un avocat qui est brutalisé, quel que soit ce que l'officier de police judiciaire ou l'agent de maintien de l'ordre lui reproche, c'est une indication du niveau de dégradation de la perception, de la conception de l'état de droit par nos institutions publiques. Et ça, les défenseurs des droits de l'homme sont inquiets et dénoncent cela. Et le REDAC, parce que le REDAC est l'organisation fêtière des défenseurs des droits de l'homme, dénonce tout cela fermement, et chaque fois que ça se produit, l'État du Cameroun prend le REDAC en grippe en considérant que peut-être quand il dénonce beaucoup et aussi fermement, ça présente une mauvaise image de la gouvernance camerounaise. Mais le REDAC n'invente pas les faits pour dénoncer. Il dénonce les faits qui sont réels, qui existent. Et c'est inscrit dans son impérium associatif, existentiel et institutionnel. Ce n'est pas acceptable que le REDAC soit interdit, que le droit soit suspendu de ses activités. Il y a un ensemble d'initiatives qui sont en train d'être menées pour amener notre autorités à revenir sur cette décision qui n'est pas de nature à renforcer la confiance des citoyens en nos institutions. Parce que si on considère que les acteurs non institutionnels, non étatiques, qui doivent, au nom des citoyens, de manière immanente, être des sortes de watchdogs, de surveillants de la gouvernance. Parce que les journalistes, comme les défenseurs des droits humains, sont les surveillants de la gouvernance publique. La surveillance de la gouvernance publique ne peut pas se limiter à la surveillance institutionnelle. Parce que vous connaissez, vous et moi, et les citoyens qui sont là dehors et qui nous écoutent, que la surveillance institutionnelle bute un ensemble de freins qui peuvent être politiques et institutionnels. Rappelons-nous que dans ce pays, sur le quinquennat que nous vivons, depuis 2019-2020, quand il y a eu le Covid, un ensemble de ressources ont été déployées par l'État du Cameroun, par les Camerounais, dans le cadre de ce qu'on appelle le fonds de solidarité pour anti-Covid, contre le Covid. Une institution établie dans ce pays, qui s'appelle la Chambre des comptes de la Cour suprême, a fait un ensemble d'audits, a fait 3 audits, à l'issue desquels, aux conclusions desquels, il a été systématiquement et régulièrement rapporté que des irrégularités importantes et énormes avaient été commises par les gestionnaires dans le cadre de la riposte de l'État du Cameroun contre le Covid. Et qui avaient entraîné
des pertes énormes au niveau financier par l'État, au niveau des ressources dégagées et mobilisées par l'État et les partenaires bilatéraux et multilatéraux. Ils ont même suggéré des poursuites contre un certain nombre d'acteurs de cette chose-là, parmi lesquels des hommes d'affaires, des agents, des hauts responsables de l'administration et des ministres qui sont intervenus dans les opérations de riposte contre la Covid. Nous sommes rendus 4 ans après. Aucune de ces personnalités-là n'a ni été démis de ses fonctions, au moins ça peut être ce qu'on appelle les mesures de sauvegarde au plan politique, ni suspendu de ses fonctions au plan administratif, ni poursuivi et condamné au plan judiciaire. C'est en cela que je disais que les réponses institutionnelles sont souvent insuffisantes. Même si nous avons confiance en nos institutions, mais on s'interroge. On s'interroge de comment les institutions aujourd'hui fonctionnent au Cameroun pour apporter les réponses attendues aux problématiques qui sont posées par les citoyens. Et je parle pas simplement des citoyens lambda comme vous et moi. Oui. Quand une institution comme la Chambre des comptes, qui est la branche de contrôle de gestion publique au sein de l'appareil judiciaire camerounais, rend des rapports comme ceux que la Chambre des comptes a rendus depuis 2021, qu'ils sont suivis d'aucune sanction. On va dire, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, avait dit, le temps de la justice n'est pas le temps de monsieur tout le monde. Mais le temps de la justice ne doit pas être long au point où les citoyens se demandent s'il n'y a pas des gens qui, quelque part, ne veulent pas que les auteurs d'un certain nombre d'abus des intérêts collectifs ne sont pas tenus responsables. Et c'est le principe de la redevabilité. Nous, en tant que défenseurs des droits humains, mais aussi en tant que observateurs de la gouvernance publique, sommes très préoccupés par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce sentiment d'impunité des gestionnaires de la chose publique qui s'installent dans notre pays. Là, on va à des élections. On est censé, en tout cas, faire des élections de renouvellement du mandat du président de la République en 2025. Oui. Avez-vous l'impression que pendant tout le mandat de 2018 et qui va s'achever en octobre-novembre 2025, le président de la République, sur l'ensemble des engagements qu'il a pris auprès des Camerounais, à tout le moins quand il prêtait serment le 11 novembre 2018, le 4 novembre 2018, avait pris un ensemble d'engagements. Vous avez l'impression que l'essentiel a été fait dans ces engagements-là. La raréfaction en termes d'énergie et la qualité de cette énergie-là quand elle existe est douteuse. Le président s'était engagé, en tout cas dans le cours de ce nouveau mandat-là, de veiller à ce que la disponibilité en énergie électrique, en quantité et en qualité, soit importante. Vous connaissez le niveau de je ne vais pas utiliser le terme de délestage, parce que le terme de délestage, c'est des sortes d'aménagements qu'on fait pour améliorer. On disait avant pour améliorer l'offre en énergie électrique. Mais aujourd'hui, on ne sait plus si c'est autre chose. Regardez la qualité des dessertes en eau. Je ne sais pas dans quel quartier vous vivez, mais dans mon quartier, je vis à Bonamoussadi, le niveau de pression d'eau, alors que je paye mes factures rubis sur ongle et chaque fois qu'elles tombent, mais la pression d'eau est extrêmement faible. Parfois, on ne l'a pas. Dans d'autres quartiers, la qualité ou la couleur de l'eau, et ne parlons même pas des quartiers qui ne sont pas du tout desservis. Dans une ville comme Douala, imaginez dans les zones reculées. Dans mon village, nous sommes obligés systématiquement aujourd'hui de faire des forages. Des forages, mais les forages, ça coûte. Ça coûte en termes d'entretien, entretien en termes de qualité du contenu de l'eau, mais aussi entretien en termes du service électrique qui doit produire, pomper l'eau pour que ça remonte dans les domiciles. Ça, c'est des charges que nous subissons, que nous supportons, mais qui devraient être celles de la collectivité parce que nous payons les impôts pour que l'État puisse mettre à la disposition des citoyens, dont y compris nous-mêmes, ces outils, ces infrastructures-là. On ne les a pas. Alors, je rappelle à nos auditeurs que c'est Alex Gustave Azébazé, journaliste et défenseur des droits de l'homme. Alors, parlons donc des solutions, peut-être. Comment les lois et les politiques peuvent-elles mieux adapter pour défendre les droits de l'homme?
Il n'y a pas de magie. Il faut continuer à